Euh, bon, je pense que comme ça a été dit ce matin, comme tu l'as dit, comme Bruno l'a dit, et comme ça, on l'a rappelé dans l'ensemble des exposés, la biologie, c'est un champ où la question du tout et des parties est assez critique. Elle a été pas mal discutée. Bien sûr, il y a la question de base de la relation du tout et des parties qu'on a vu. Ah non, je suis pas dans le micro, c'est ça. Donc il y a la question de la relation du tout et des parties qui se pose en biologie. Je pense qu'il y a un élément aussi qui existe, on vient d'en parler en physique, mais il y a aussi quelque chose qui rend la biologie encore un peu plus difficile et qu'on ressent bien en biologie, c'est la question que tout est enchevêtré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une question de relation entre le tout et les parties, il se trouve que chaque tout est la partie d'autre chose. Par exemple, on a l'individu au sens classique, au sens commun, qui peut être considéré comme un tout de cellules, mais la cellule, elle est un tout de molécules. L'espèce, c'est un tout d'individus, mais ça peut être considéré comme un élément d'autre chose. Donc, chaque tout est aussi la partie de quelque chose d'autre. Donc, on s'y perd un peu parce que, à un moment, la question est est-ce que tous les tout sont des tout de la même manière, ou est-ce qu'ils vont se comporter différemment en fonction de leur perception ou de notre description de tout et de partie. C'est-à-dire qu'on se retrouve à un objet qui peut pas, il semble un peu difficile parfois de faire appliquer certaines règles à un objet quand on considère qu'il est le tout, puis au moment où il devient la partie, il va falloir faire autrement. Alors je vais vous montrer. Euh, et moi, je reprendrai un peu la phrase de Bruno ce matin. La question du tout et des parties, c'est un double artifice. C'est-à-dire que c'est nous qui choisissons de découper en tout, et puis évidemment, une fois qu'on a découpé, il y a un tout et il y a des parties. Et ce double artifice, pour moi, est l'origine des grands problèmes insolubles de la biologie. Alors, est-ce qu'on peut en sortir et comment? Une des solutions, c'est la biologie du continu, et vous allez voir ce que ça peut donner. Alors, déjà, voir où on en est, essayer de vous... Déjà, pour commencer, de vous montrer je dirais, comment la question du tout et des parties s'applique en biologie. Alors je vais le faire un peu à ma manière, peut-être pour vous éclairer à quel point c'est important et à quel point ça nous complique le travail. La biologie, elle repose aujourd'hui sur deux jambes. D'un côté, la génétique, la théorie génétique, qui est une théorie, et la théorie de l'évolution. Alors qu'est-ce que la théorie génétique? Je vous le fais simple. La théorie génétique cherche à expliquer cette continuité, cette ressemblance qu'il y a entre les parents et les enfants. Et elle dit que ce n'est pas pourquoi les enfants ont les yeux bleus quand les parents ont les yeux bleus. Ce n'est pas les yeux qui sont transmis, mais un déterminant des yeux, une information des yeux. Donc la génétique repose sur l'idée qu'il y a une information qui est transmise le long des lignées, et que cette information explique la continuité des structures et la transmission des ressemblances. Alors, bon, pourquoi c'est problématique? À la limite, ça marche pas mal. C'est comme toujours, ça dépend aussi des questions qu'on se pose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on atteint un peu les limites de la génétique. D'abord, cette fameuse information qui est très structurante, on a du mal à comprendre ses relations avec l'environnement. On a même du mal à voir comment elle marche. Moi, j'ai passé beaucoup d'années à étudier les séquences d'ADN. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de la séquence d'ADN à la structure des protéines, donc dans des questions assez simples, ça marche pas mal. Mais dès qu'on veut aller au-delà, sur des propriétés un peu plus complexes du vivant, on n'y arrive pas. On est un peu perdu donc sur la question de, ok, c'est très bien cette idée d'information génétique portée par l'ADN qui est transmise, mais comment ça marche exactement? Aujourd'hui, on a des difficultés. Puis il y a une deuxième grande difficulté qui aboutit un peu à la théologie dont j'ai parlé il y a quelques années et que Bruno a évoqué ce matin, c'est qu'il y a la question de l'origine de cette information génétique, d'où elle vient et comment elle marche. Et c'est vrai qu'on se retrouve dans une question un peu théologique. Avant, on aurait dit pourquoi il y a un arbre? Parce que Dieu a mis l'arbre. Mais quelle est l'origine de Dieu et comment il l'a fait? C'est des questions insolubles. Aujourd'hui, on se retrouve un peu dans la même situation, c'est-à-dire que pourquoi on a un bras? Parce qu'on a un gène du bras,
Mais d'où il vient gène du bras et comment il a fait pour mettre le bras, le formalisme des questions est très proche et c'est pour ça que Renaud a rappelé cette théologie de l'ADN. Alors, pour vous montrer comment c'est connecté avec la question du tout et des parties, je vais raconter une petite histoire. C'est un extraterrestre qui se promène et qui recherche des formes de vie. Et puis, il est à la recherche de la vie dans le monde. Enfin, s'il y a d'autres formes de vie que lui. Bon, il est un peu anthropoïde, anthropomorphe, l'extraterrestre, bien sûr. Et puis, il arrive sur une plage, et puis il voit arriver les vagues. Il les regarde bien, et dit, quand même, les vagues, elles bougent, elles se suivent, elles se ressemblent. Quand il y en a une qui meurt sur le sable, il y en a une autre qui suit. Ça, j'aurais tendance à le mettre dans la catégorie vivant. Bon. Alors il le met dans la catégorie vivant, et puis il se dit, bon, maintenant que je sais que j'ai décidé que les vagues étaient vivantes, je vais essayer de définir quelle est l'unité de vie dans ces vagues. Et donc, je vais faire un petit dessin. Le dessin, ils le mettent surtout avec le champ. Donc vous voyez, vous avez les vagues. Puis évidemment, c'est comme en biologie, tout est très fractal. Parce que dans les vagues, il y a des vaguelettes qui forment les vagues. Et puis les vagues elles-mêmes, elles forment des trains de vagues, un peu, vous voyez, d'une dizaine de vagues. Donc il se dit, bon, comment je découpe ça? Est-ce que c'est ça, la forme de vie, l'entité vivante, ou est-ce que c'est ça? Bon, puis il décide que c'est ça. Il dit, bon voilà, je les coupe comme ça. Finalement, d'ailleurs, la preuve, c'est que quand il y en a une qui meurt sur le sable, la suivante arrive et elle meurt d'un coup, tout l'ensemble meurt. Donc c'est ça l'unité de vie. Puis une fois qu'il a dit ça, bon, la question est comment elles se ressemblent. Pourquoi elles se ressemblent autant? Ouais, on a des entités de vie qui se suivent. Il faut une sorte de génétique des vagues pour expliquer qu'elles se ressemblent autant. Et donc, vous voyez que pour expliquer qu'elles se ressemblent, il dit, il dit, bon, il y a quelque chose qui passe, forcément, puisqu'elles se ressemblent, qui passe de l'une à l'autre. Il y a quelque chose qui passe de l'une à l'autre. Ça, c'est donc la génétique des vagues. Et cette chose qui passe de l'une à l'autre, vous voyez qu'il y a, schématiquement, c'est une histoire. Soit il considère que c'est de la matière matérielle, et il renonce à son découpage, il les recolle, alors qu'il vient de les découper, donc il ne va pas les recoller. Donc forcément, ce qui passe, pour que son découpage tienne, ça doit être quelque chose d'immatériel, ça doit être de l'information. Alors l'information, elle peut être portée par la matière, peut-être, mais ça doit être un contenu informationnel. Et c'est là qu'on se retrouve encore dans une situation métaphysique, théologique, c'est qu'on se retrouve avec quand même des choses immatérielles, une information qui n'est pas matérielle, qui impose sa loi à la matière. Et c'est en ça qu'on retrouve de la métaphysique bien ancienne, les fondements de notre société occidentale, de notre pensée occidentale avec Aristote. Donc, vous voyez que là, le fait de vouloir créer des parties, parce qu'au fond, c'est ça qu'il a fait, à vouloir créer des individus, à isoler des individus dans ce qu'il a considéré comme vivant, le conduit, mais moi je dirais le coince, le piège à être obligé d'inventer une génétique. Donc ça, c'est la question du tout et des parties, appliquée au vivant, elle force à inventer la génétique. Vous voyez, si on ne découpe pas les vagues, il n'y a pas besoin de génétique, on a des solutions globales. Alors ensuite, le deuxième élément, vous allez voir, c'est encore pire après sur la théorie de l'évolution, et c'est en ça que peut-être j'ai un peu, je dis plus exactement la même chose qu'il y a une dizaine d'années. C'est que, bon, c'est vrai que l'idée, c'est de se dire, on va sortir de la génétique, cette théologie de la génétique et de l'information imposée à la matière par la théorie de l'évolution. C'est vrai que c'est l'autre élément fort qu'on a en biologie. Alors, si on regarde la structure simplifiée de la théorie de l'évolution, que dit la théorie Darwin? On parle de Darwin. La théorie darwinienne de l'évolution, c'est... Bon, il y a pas mal d'éléments à l'intérieur de la théorie de l'évolution, mais l'élément important, c'est l'idée d'une reproduction différentielle.
Hein, ce que dit le darwinisme, la sélection naturelle, c'est que les éléments se reproduisent à des vitesses différentes, avec des efficacités différentes, et que ceux qui durent, qui sont stables dans le temps et qui se transmettent, c'est ceux qui se reproduisent le mieux. Hein, donc c'est vraiment un principe, en simplifiant à l'extrême, si on devait le mettre en une phrase, c'est un principe, en biologie on dit un principe de reproduction différentielle. Hein, ceux qui se reproduisent le mieux survivent sur le long terme, ceux qui ne se reproduisent pas ou qui meurent, évidemment, ils ne restent pas. Alors, là où ça se corse, et il y a eu une très, très abondante littérature autour de la question de la reproduction différentielle dans le darwinisme, c'est, comme je vous l'ai dit, tout est emboîté. Donc, reproduction différentielle de quoi? Et il y a eu toute une littérature qu'on appelait la question des unités de sélection naturelle. C'est-à-dire que l'unité de sélection naturelle, c'est celle sur laquelle ça s'applique. Alors, je vais vous montrer, pareil, c'est un peu comme tout à l'heure, hein, cette idée de reproduction différentielle, elle nous emmène dans une cascade de complications. Et donc, la complication 1, c'est celle qu'on a appelée celle des unités de sélection. Je vais essayer de vous l'illustrer de façon simple. Alors, sur un cas simple, mais néanmoins difficile et douloureux, on peut prendre l'exemple du cancer. Vous voyez que si on applique ce principe de reproduction différentielle aux cellules, hein, les cellules cancéreuses qui sont celles de l'organisme qui se multiplient le mieux, sont extrêmement favorisées. Donc si on applique la théorie de la sélection naturelle aux cellules, on devrait avoir que des cancers partout. Hein, on ne devrait même pas avoir d'organisme quasiment. Maintenant, vous voyez que si on applique la théorie de la sélection naturelle au tout de ces parties cellulaires, donc à l'organisme au sens commun, à nous, à notre corps, vous voyez que si la reproduction accélérée des cellules, ce n'est pas un élément favorable pour nous. Donc vous voyez que si on applique la sélection naturelle aux cellules, ou si on l'applique à nous, on a des résultats qui sont opposés. C'est-à-dire que ce qui est bon pour les cellules est mauvais pour nous. Et c'est ce qu'on a appelé en théorie de l'évolution une situation de conflit. Et c'est un conflit entre le tout et les parties. Donc à quel tout et à quelle partie doit-on appliquer la théorie darwinienne? Alors, vous voyez que la conclusion, ça a été de dire, ben forcément on l'applique à nous, la preuve c'est qu'on est là. Bon, à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement anthropocentrique, évidemment, qui a consisté à, je dirais, adapter la théorie pour... parce qu'on se retrouve, vous voyez, si on dit, et ça a été le choix des biologistes, de dire, bien entendu, tout le monde n'a pas on en a beaucoup, mais on n'est pas sans arrêt soumis au cancer, donc la sélection naturelle, il faut l'appliquer à l'individu au sens commun. Mais vous voyez qu'on se retrouve dans une situation où, bon, ça, si on dit que ça, c'est le corps, vous voyez que c'est l'individu, le tout, moi, au sens commun. À l'intérieur, on a les cellules. Donc, à l'extérieur de cette frontière du corps, on a la théorie darwinienne, hein, la compétition entre ceux qui se reproduisent rapidement. Mais à l'intérieur, on ne l'a pas. On a autre chose à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a autre chose? On a la génétique, qui impose sa loi à l'ensemble des cellules. En gros, ce que dit la théorie actuelle, c'est que le génome qui représente le tout et qui est distribué dans chaque cellule interdit aux cellules de se multiplier trop, contrôle la multiplication cellulaire, parce que ce génome qui est dans chaque cellule a été sélectionné pour que nous, on vive. Alors ça passe comme ça, mais c'est un truc, c'est assez tiré par les cheveux si on regarde. Hein. Et alors après, ça aboutit à ce qu'on a appelé la théorie de la sélection de parentèle. Alors de parentèle, ça veut dire des relations. C'est-à-dire que ce qu'on dit, pourquoi finalement les cellules, là, elles ont un comportement collectif et qu'elles se sacrifient leur sélection naturelle à elles au bénéfice de notre sélection naturelle à nous? Parce qu'elles obéissent au génome qui, quelque part, nous représente, elles sont sous cette autorité. Et pourquoi elles le font? C'est parce que comme elles ont toutes les mêmes gènes, elles ont intérêt à jouer ensemble pour assurer la meilleure survie de ces gènes. C'est ça l'idée, hein, l'idée théorique. Alors, bon, c'est ce qu'on apprend,
c'est la théorie standard. Bon, et là, moi, je sais que je ne devrais pas le dire, hein, mais je ne peux pas m'empêcher. Mais franchement, c'est complètement farfelu comme truc. C'est complètement tiré par les cheveux. Moi, je vois pas. C'est parce que ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que les gens qui se ressemblent coopèrent, et puis ceux qui ne se ressemblent pas se battent, sont en concurrence. Mais les cellules, moi j'ai beaucoup étudié les cellules du système immunitaire, elles ont toutes des génomes différents. Comment elles le savent? Où est la limite où est la limite, je dirais, de la ressemblance qui fait qu'on coopère ou pas? Et vous voyez que ça a des conséquences sociologiques importantes, parce que là on parle de coopération et de conflit. On parle même de sacrifice. Vous voyez que les cellules, elles se sacrifient. Et on introduit là à un niveau cellulaire des notions qui sont très sociologiques, très, très projetées. Hein. Ouais, je me souviens de quand je fais cet exposé à des biologistes, ils sont tous fous furieux, j'espère que j'en profite ici, il ne doit pas y en avoir trop dans la salle. Mais je lui dis, tu vois bien, ça s'appliquerait à peine à des animaux, comment ça se fait que ça s'applique à des cellules? Il m'a répondu, ben, les cellules c'est beaucoup plus compliqué que les animaux. Donc là, c'est pas le tout est plus gros, c'est pas le tout est plus petit que les parties, c'est le tout est plus compliqué que les parties sont plus compliquées que le tout. Bon, comment on va se sortir de ça? Mais vous voyez, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, premièrement, on a ce qu'on appelle une théorie qui est non relativiste, moi je dirais. C'était ma question de départ. Tous les tout n'ont pas le même statut. Hein. Vous voyez qu'il y a une frontière ici qui fait une bascule de la théorie. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a une théorie, et à l'extérieur, on en a une autre. Mais vous voyez bien que la notion d'intérieur et d'extérieur, en physique on parle d'observateur et de relativisme, vous voyez bien que la notion d'intérieur et d'extérieur, ça va changer à chaque fois qu'on bouge. Hein, si on se met à l'intérieur de la cellule, on n'aura pas le même regard que si on est nous-mêmes. Donc on a une théorie qui est non relativiste, qui change tout le temps, en fonction du tout et des parties qu'on va choisir. On a une théorie qui finit par être très anthropocentriste et qui, quelque part aussi, elle est finaliste et qui revient, à mon avis, à la théorie de la machine. Vous voyez, parce que la machine, c'est un cas très inspirant et très particulier de tout et de partie. Vous voyez que dans une machine, c'est le tout qui porte la fonction. Hein, le tout a une mission. Les pièces détachées, elles sont juste au service du tout. Et vous voyez que là, quelque part, ce qu'on fait sur notre corps, en disant que les cellules se sacrifient, les cellules, on leur donne pas le statut de tout, on leur donne le statut de pièces détachées qui obéissent à la mission fonctionnelle du tout, hein, mission fonctionnelle que reprend au fond la sélection naturelle, la théorie darwinienne. Et on se retrouve dans une position, et c'est François Jacob qui disait le finalisme en biologie, on peut pas s'en passer. Mais pourquoi? Parce que dans la théorie de l'évolution, il y a une composante historique. Hein, c'est-à-dire que nécessairement, dès qu'on fait ça, on est dans le finalisme. Parce que, vous voyez que nécessairement, ces pièces détachées, les cellules, elles sont arrivées avant le tout. Donc si on commence à faire des pièces détachées sans avoir, avant de faire, et que c'est des pièces détachées pour un tout qui n'arrivera que plus tard, c'est qu'on a déjà un plan et un projet. Et qu'on est en train de construire une machine, avec un Dieu. Donc, contrairement à ce que je pouvais dire il y a 10 ans, la théologie, elle est aussi cachée dans le darwinisme. Par ce problème de l'unité de référence qui revient encore une fois à nous. Alors comment on va s'en sortir? On peut quitter la biologie déjà, première option. Mais vous voyez que, bon, ça a l'air très théorique tout ça, mais bon, moi je suis un biologiste pratique, je me pose des questions de physiologie, le cancer, le sida et tout. Et c'est toujours la même histoire. Face, vous voyez, au problème de la génétique, origine, histoire de l'ADN, quelle est la nature profonde du cancer? Vous voyez qu'aujourd'hui, cette théorie, elle a des conséquences profondes sur les programmes de recherche. Parce que si on suit cette théorie, vous voyez que si on n'a pas de cancer, c'est parce qu'on a des gènes, un programme qui empêche les cellules de se cancériser.
Même l'idée, c'est que dès qu'elles essayent, on les tue. Elles se suicident. Si elles essayent d'échapper au génome, elles se suicident. Donc, si vous voulez, elles sont soumises à ça. Et donc, finalement, pourquoi il y a quand même des cancers? C'est qu'elles échappent à l'autorité du génome, donc elles mutent. Donc aujourd'hui, on est sur une théorie génétique du cancer qui consiste à dire s'il n'y a pas de cancer, c'est que les cellules respectent le programme du tout, et que quand il y a un cancer, c'est que les cellules ont muté, elles ont trouvé une façon, en mutant, d'échapper à leur programme génétique. Et donc on est sur une théorie génétique du cancer. Et du coup, les expériences qui en découlent, c'est de faire des big data en séquençant l'ADN de toutes les cellules cancéreuses. Et puis, la solution, plus on en voit, plus c'est compliqué. Alors c'est un peu le problème des big data quand elles, à mon avis, quand elles reposent sur des théories qui ne tiennent pas forcément, c'est que ça fait beaucoup de données, mais ça ne fait pas beaucoup de lumière. Je voulais juste vous dire comment, à mon avis, on se sort de ça. C'est un peu le jeu des biologistes, c'est le jeu des changements d'échelle. Vous voyez que cette vision des cellules cancéreuses soumises à l'autorité du génome, moi je trouve que, bon, pourquoi pas, ça tient encore, mais vous voyez, si on se mettait à une autre échelle, vous imaginez des lapins qui sont dans une forêt, qui se multiplient, et puis les lapins vont se multiplier à grande vitesse jusqu'à détruire leur écosystème. C'est ce qu'on appelle une espèce invasive, ça arrive assez souvent malheureusement en écologie. Formellement, c'est strictement l'équivalent d'un cancer. Cette surprolifération d'un des éléments de l'ensemble jusqu'à détruire l'ensemble, quand le lapin est une espèce invasive, c'est un cancer de l'écosystème. Vous voyez bien que dans le cas du lapin, peut-être avant Darwin, on aurait cherché des explications comme ça. Genre, pourquoi le lapin ne le fait pas tout le temps? On aurait dit, c'est Dieu qui a mis juste assez de lapins qu'il faut pour... etc. Mais aujourd'hui, si on a un cancer des lapins, on va se demander qu'est-ce qui s'est passé avec les carottes. Est-ce qu'il y a eu plus de carottes cette année? Ou est-ce que les renards ont baissé, qui ont permis? On va chercher des solutions qui ne sont pas l'autorité du tout sur les lapins. Quand j'ai expliqué ça qu'on m'a dit, ouais, mais une cellule, c'est beaucoup plus compliqué qu'un lapin. Et vous voyez que ça devient presque trivial quand on se dit pourquoi une entité, à moins d'avoir un regard très anthropocentré sur les cellules, quand une cellule se multiplie beaucoup, ne serait-ce que pour des questions de quantité de matière simple, on va se demander, c'est qu'il y a eu forcément une source de matière, un accès à une source de matière qui a permis cette multiplication et qu'on ne l'avait pas avant. Curieusement, dans les théories standards, la source de matière elle est considérée comme infinie, elle n'est pas limitante. Ce qui va faire la différence, c'est le signal génétique de se multiplier. C'est une histoire que je raconte à chaque fois. Si vous voulez, personne n'est biologiste. Ah zut, alors là, je suis foutu. Non, si vous voulez être biologiste très vite, c'est facile. Si on vous demande pourquoi une cellule se multiplie, vous répondez, elle a reçu un signal de multiplication. Si on vous demande pourquoi elle meurt, elle a reçu un signal de mort. Si on vous demande pourquoi elle se différencie, une cellule embryonnaire qui devient du foie, vous dites qu'elle a reçu un signal de différenciation hépatocytaire. Il faut connaître un peu les mots. Si elle se différencie en cerveau, elle a reçu un signal de différenciation cérébrale. Et si on vous demande qu'est-ce que c'est que tous ces signaux, vous répondez c'est très compliqué, on est en train de les étudier. Mais vous voyez que ça, c'est la théologie, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que ce signal? C'est des mots qui imposent leur loi à la matière du vivant. Alors, bon, c'est vrai que là, je tourne un peu les choses en ridicule, c'est pas bien, mais pourquoi finalement cette question du tout et des parties, je reprends Bruno, il dit que ce double artifice, pourquoi on s'acharne dedans, quoi? Pourquoi on est coincé à l'intérieur de ça? Pourquoi on ne dit pas en modèle continu comme font les physiciens, etc. Alors, c'est vrai que je me suis posé souvent la question de savoir pourquoi on s'accroche à ce type de modèle. Et bon,
et pour essayer de débloquer un peu la situation. Et curieusement, enfin moi j'ai réussi à comprendre un peu pourquoi en repartant vraiment de zéro. Des fois, on trouve ce que j'appelle des solutions de surface en biologie, des problèmes techniques. Puis des fois, il faut vraiment tout repartir à zéro. Et en fait, on peut se poser la question de qu'est-ce que la vie? Vous voyez, c'est le titre d'un livre très fondateur, surtout sur ces théories-là de Schrödinger. Donc, qu'est-ce que la vie? Si on regarde, bon, il y a beaucoup de débats, de définitions, etc. Mais la plupart des tentatives, et je dirais le seul consensus qu'on trouve pour la définition de la vie, c'est l'idée de reproduction. Donc vie, quelque part, on va mettre égal, c'est un égal de biologiste. Ça ne veut rien dire. Ça va, vous voyez? Bon, de toute façon, vous pouvez ne pas le voir, ça m'aide plus moi à comprendre ce que je dis un peu des fois. Donc, très souvent, dans la définition de la vie, il y a l'idée de reproduction. Vous voyez, des choses pseudo-vivantes comme des cristaux, on va dire, ouais, mais les cristaux ne se reproduisent pas, etc. Donc, bien souvent, bon, il y a des grands débats sur ça, mais le consensus, je dirais, c'est que quand même, dans la définition de la vie, il y a le phénomène de reproduction. Vous voyez, même et ça colle bien, ça rentre bien en cohérence avec la théorie darwinienne, puisque la théorie darwinienne nécessite un phénomène de reproduction différentielle. Quelque part, il y en a qui disent même l'origine de la vie, c'est le moment où ça commence à se reproduire, pour pouvoir appliquer la théorie de l'évolution. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de reproduction-là, au fait? Si on essaie de gratter, ça semble évident, là, mais qu'est-ce qu'on entend par la reproduction? Vous voyez bien que pour reproduire quelque chose, même si on utilise d'autres termes, procréation, etc., on est obligé de partir d'une entité définie. Vous voyez qu'on reproduit quelque chose, on reproduit une entité. On ne peut pas reproduire rien ou reproduire un continuum. Donc, la reproduction, c'est l'idée qu'il y a une entité. Donc il y a un individu. Et c'est assez intéressant de voir qu'on ne peut pas parler de vie s'il n'y a pas un individu bien déjà découpé. Vous voyez que c'est là qu'on voit, et si on prend le darwinisme, cet individu, c'est nous. Donc finalement, tout ça, c'est une façon bien compliquée de parler de nous. Et tout se ramène à nous. C'est-à-dire que si on n'était pas, nous, des individus qui se reproduisent, on ne pourrait pas parler ni de vie ni de reproduction. En fait, on ne parle que de nous, et c'est nous qui sommes au point de départ de tous ces concepts. Et c'est bien pour ça qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Vous voyez que si cette idée de reproduction, on n'est forcément pas loin. L'idée de vie, c'est nous aussi. Et finalement, c'est bien parce que nous sommes au cœur de la question, et je pense que c'est un peu le problème en sociologie aussi, qu'on a du mal à prendre du recul. Jouer avec le concept d'électron comme un nuage statistique, ça va. L'appliquer à nous-mêmes, on va avoir plus de difficultés. Alors, pourquoi c'est pas bien? Après tout, dites-moi, ok, que ça soit nous, pourquoi c'est un problème? Parce que vous allez voir que cette idée de reproduction, elle est très liée à l'idée du tout et des parties. Pourquoi? Je vous prends l'exemple, prenons, je redirai un peu ce qu'a disait Bruno ce matin, c'est que la reproduction elle-même est un artifice. Pourquoi? Prenons une forêt. Une forêt, c'est bien vivant, mais... Je vais peut-être me rasseoir. Une forêt, c'est bien vivant, mais on ne parle pas de reproduction pour une forêt. Vous voyez, une forêt, c'est important, c'est bien un tout avec plein d'éléments vivants à l'intérieur, des plantes, des animaux, mais on ne va pas parler de reproduction pour une forêt. On va parler de croissance. Mais vous voyez que je disais tout à l'heure, en biologie, tout est enchevêtré. Quand la forêt croît, les éléments à l'intérieur, ils se reproduisent. Donc pourquoi, pour la forêt, on parle et nous, pareil, nous, quand on croît, nos cellules se reproduisent. C'est tout un système de croissance et de reproduction mélangés.
Vous voyez que si pour la forêt, sur laquelle il n'y aura pas de discussion, on ne peut pas parler de reproduction, je décide, comme mon extraterrestre de tout à l'heure, de découper ma forêt en carrés de 1 mètre de côté, je décide que ça c'est une unité de vie, ben là, mon phénomène de croissance de la forêt, je vais pouvoir parler de reproduction des carrés. Vous voyez que le même phénomène d'extension de la forêt, si je décide d'une unité d'un individu à l'intérieur de la forêt qui est le carré de forêt, ben je parle de reproduction. Si je décide pas de ne pas faire ce découpage, et la décision de couper ou pas, pour moi, elle est tout aussi valide, ben je parle de croissance. Alors, bon, du coup, vous voyez qu'on arrive à renoncer à l'idée d'individu, à renoncer à l'idée de croissance, à renoncer à l'idée de reproduction et à l'idée d'individu, et à passer sur des modèles continus qui sont des modèles de croissance. Alors, vous allez me dire, super, mais en quoi ça nous règle nos problèmes de génétique ou de cancer? Parce que c'était quand même, là c'est mon boulot. Ben, je vous prends un exemple. Si on renonce à cet individu très structurant et à nous-mêmes en quelque sorte, si on s'oublie un peu dans notre boulot d'étude du vivant, vous prenez je sais pas, un bâton. Un bâton. Vous le cassez en deux. Vous avez 2 bâtons qui se ressemblent beaucoup. Bon, et il n'y a pas eu de génétique à aucun moment. Il n'y a pas eu besoin de faire passer de l'ADN d'un côté à l'autre du bâton. Ça se fait très bien. Maintenant, sur le bâton, et donc vous voyez que pour reproduire, vous voyez que là, j'ai juste besoin d'une croissance d'une bâton et de le casser en deux. Donc, ma pseudo-reproduction, c'est un phénomène de croissance d'un objet qui garde des propriétés de symétrie et qui se découpe, ou qui ne se découpe pas d'ailleurs. Donc, mais vous voyez que maintenant je regarde une bactérie ou une cellule. Une cellule, elle ne se reproduit pas non plus. Une cellule, on va faire une bactérie. Une cellule, ça se passe comme ça un peu la reproduction cellulaire. C'est comme le bâton qui se casse en deux. La cellule, elle grossit, elle garde une certaine symétrie, puis à un moment, il y a une séparation des parties qui sont symétriques, et puis je me retrouve avec 2 cellules identiques. Vous voyez que j'ai juste besoin de maintenir une certaine périodicité, une certaine symétrie dans les structures pendant ce phénomène de croissance, et là, je n'ai pas non plus besoin de génétique. Il suffit que j'ai une croissance qui maintient certaines propriétés de façon périodique. Alors vous allez me dire, oui, mais ok pour les unicellulaires, quand même, pour les multicellulaires, ça devient plus compliqué. Je ne dis pas forcément. Je vous fais un autre dessin. Je ne suis pas très bon en dessin. Ça va être presque le même que ça. Là. Alors vous voyez, là, il y a de la symétrie à l'intérieur. Là aussi, là aussi, il y a des éléments très symétriques. Et puis à un moment, il y a une mitose. Et puis il reste l'autre moitié. Alors vous voyez que là, c'est un peu plus, c'est moins symétrique évident. Il y a des symétries, mais elles sont plus compliquées entre la maman et le bébé. Mais c'est pareil. Vous voyez que là, si on le voit comme une mitose, il y a une croissance de l'ensemble mère-enfant et puis une mitose qui sépare les deux parties. Pareil que sur le bâton, la bactérie, il n'y a pas besoin de génétique là-dedans. La question, c'est la croissance, l'extension du phénomène. Bon. Donc vous voyez que finalement, pour sortir de ces questions de tout et de partie, on y renonce, comme a dit Bruno, il faut sortir de là, même si en biologie c'est dur, parce que finalement c'est à nous qu'on renonce, d'une certaine manière, et on essaye d'observer les phénomènes en termes... Pour moi, la vie, et c'est pour ça que c'est très en continuité avec tout le reste, avec la physique, avec la sociologie, c'est juste un regard, enfin c'est juste.
on peut regarder comme on veut. Mais je dirais que pour résoudre certains problèmes, aujourd'hui, il faut qu'on change un peu notre regard et utiliser, vous voyez, cette idée de phénomène qui s'étend, c'est une sorte d'extension historique. Hein, et on parlait tout à l'heure, donc finalement, c'est juste ce phénomène d'extension historique avec des phénomènes périodiques, des redondances, qui fait le vivant et ses structures. Hein, et vous voyez, on parlait tout à l'heure de comment les rats sont connectés entre eux. Hein, on parlait de sociologie, d'Internet, etc. Vous voyez, voilà, une population de rats, ils sont plus ou moins connectés. Moi, je disais, ça dépend de la question et ça dépend à quel moment on les regarde. Puisque vous voyez que si vous remontez dans le temps à l'ancêtre commun des rats, ils sont tous connectés en un seul point. Hein, c'est comme en physique, on dit les particules n'interagissent plus. Mais si on remonte dans le temps et dans l'histoire, il y a un moment, elles étaient dans une sorte de Big Bang et dans une position très très connectée. Donc la question de la connexion, elle doit se voir au cours du temps et d'introduire le temps et l'histoire plutôt que d'essayer de régler ça en termes de tout et de partie. Voilà. Merci.